Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Mais même quand on arrive à 8 milliards au lieu de 3 et 4, comment se passe la dépense? C'est là tout le problème que nous allons essayer de voir ensemble. Donc là, je vais faire une petite introduction pour expliquer un peu les finances publiques, quels sont les moyens d'intervention de l'État, la dépense publique, les ressources publiques, et ensuite, je parlerai de la corruption comme fléau de notre État, avec son coût qui est vraiment très élevé. Dans une deuxième partie, je vous parlerai du cycle budgétaire. Comment la corruption se manifeste-t-il, le fléau de la corruption, à travers les cycles budgétaires? Quand nous disons cycle budgétaire, c'est depuis la préparation du budget, depuis même les conférences budgétaires. Quand on commence, au niveau de la séminaire d'orientation, c'est déjà la préparation du budget, mais c'est surtout au moment de conférence budgétaire, quand les différents ministères préparent le budget, ils viennent présenter. Ensuite, ça sera au moment de... Donc ça c'est la préparation, première phase, elle va jusqu'à la promulgation du budget, en tout cas l'autre, des finances. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est la phase d'exécution. La phase d'exécution, là, je vais vous assurer que même au niveau de nos partenaires publics, par exemple le COREF, le comité d'orientation, la réforme des finances publiques, dont ils sont même les points focaux, le fait que le DEC, depuis 5 ans, s'est vraiment penché à les gérer plus. C'est depuis 2018 surtout que nous avons commencé à nous occuper de la dépense publique. D'abord en 2018 c'était les dépenses électorales et à partir de 2019 nous sommes entrés vraiment en plein dans toute la dépense publique. Et pourtant on s'était entendu comme ça que nous avions cet aspect, c'était officiel. Mais aujourd'hui, les surveillants que nous y avons mis a fait que ça dérange tellement qu'on a de véritables problèmes, même au niveau de nos partenaires publics, par rapport aux dégâts causés lorsqu'on effectue la dépense. Alors, évidemment, pour cette deuxième partie-là, le contrôle ne va pas bien. Dans un état où la fonction contrôle est morte, où elle est maîtrisée, où elle est testée, eh bien ça ne peut pas. Nous verrons d'ailleurs ensemble qu'à part l'IGF qui se débrouille, et croyez-moi, difficilement, il y a des choses que l'IGF ne peut pas dénoncer, n'est-ce pas? D'où les partenariats parfois que nous avons, ils permettent justement de contrôler certaines choses, mais la Cour des comptes a des problèmes. L'ARMP aujourd'hui, l'autorité de régulation du marché, a des problèmes. La DGCP a des problèmes. L'inspection générale des mines qu'on vient de restaurer, elle ne fera rien. Parce que celle qui était déjà là a des problèmes. N'est-ce pas? Donc, vous avez l'inspection de la santé. Vous savez, l'inspection générale de la santé a des problèmes. Donc, nous sommes dans un système où la fonction contrôle ne va pas bien du tout. Ensuite, nous allons aborder les pratiques de dépassement budgétaire. Au milieu des difficultés de rationaliser la dépense. C'est ça que j'ai dit, je ne sais pas si on aura 7 ans, mais
la matière elle est là. Ensuite, nous terminerons avec le blanchiment de capitaux. Je crois que madame a fait allusion à ça. Nous luttons beaucoup contre la corruption, c'est vrai. Mais très souvent, nous nous arrêtons là, aux pratiques de corruption. Mais nous n'avons pas plus loin. C'est pour ça que je recommande toujours à la société civile, dorénavant, nous irons plus loin. L'argent de la corruption sert à quoi? C'est ça le problème. Quand vous regardez la ville de Kinshasa, n'est-ce pas? Hein? On a dit beaucoup de Mobutistes, les Mobutistes. Mais quand nous regardons, vous voyez la petite maison sur le boulevard qui appartient à Kembo, qui a été qualifié hier l'immeuble de la rigueur. Qu'est-ce que ça a conduit? Ça n'a rien d'immeuble. Vous voyez? Mais maintenant, regardez-moi les immeubles qui nous sont arrivés depuis l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir et jusqu'aujourd'hui. Regardez dans la ville de Kinshasa. Tout ça, c'est blanchiment. C'est là où va l'argent de la corruption. Bien sûr, une partie va aussi dans les hygiènes et autres, ou dans les... Mais tout cela provient de quoi? Principalement de la dépense publique. De l'irrationalité de la dépense publique. Parce que quand vous êtes dans les dépassements budgétaires, c'est la dépense publique. L'irrationnel. Mais comment, avec tout ce que j'ai dit un peu là, comment allons-nous faire pour rationaliser? On verra, il y a quelques recommandations, mais ça, c'est beaucoup trop donné de toute façon. Ce texte qui sera donné et vous pourrez donc le lire. Chercher à comprendre, on s'aperçoit immédiatement que les ressources de l'État sont toujours tirées d'un prélèvement sur les citoyens. C'est-à-dire que l'argent qu'il y a dans les trésors, c'est notre argent. Les Congolais comprennent ça. C'est notre argent. C'est pour cela que nous demandons toujours comment il a été dépensé et nous demandons la révélativité. Donc la science des finances publiques, en dernière analyse, c'est quoi? Elle sert à répartir entre nous tous là ce qu'on peut appeler le poids de cette dépense. La portion supportée par chacun de nous, elle s'appelle en jargon de finances publiques la charge publique. Donc tous comme nous sommes là, nous tous qui payons les impôts par nos salaires, ou les petites et moyennes entreprises qui payent toutes sortes de taxes au marché central, ailleurs, etc. Les sociétés congolaises, les petites et moyennes entreprises qui payent les impôts, tous ces gens-là, que ce soit la Décamine quand elle est rentable ou d'autres entreprises, toutes ces entreprises qui sont venues chez nous, par exemple l'Église nationale et autres, qui souvent bénéficient des exonérations justifiées, tous ces moyens-là, c'est ça, la charge publique que nous répartissons comme personne morale ou comme personne physique pour pouvoir aider l'État à prendre en charge donc, les dépenses pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, les sciences publiques modernes, comment nous pouvons les comprendre? Les sciences publiques, là, elle est rationnelle. Les recettes entrent, mais elles ne sont pas dépensées n'importe quoi. Ils sont affectés au développement, ils sont affectés à l'accumulation, puis au réinvestissement, et puis à des nouveaux bénéfices encore plus importants qui permettent à ces pays aujourd'hui d'exploiter le fond de mer, d'aller sur la Lune, de fabriquer des armes nucléaires et de venir encore pour nous dominer, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressources qu'ils savent bien gérer à travers une dépense publique rationnelle. Mais regardez la dépense publique pour nous, au niveau de notre pays ici. Vous avez toutes les entreprises publiques sont en faillite. Toutes. Je vois Jacques qui rigole. Mais nous venons de faire un atelier avec le COPIREP, le ministère du portefeuille, l'IGF, les institutions de contrôle, justement sur la réforme des entreprises publiques. Elles sont toutes en faillite.
Mais malgré le fait qu'elles soient en faillite, les dirigeants de ces entreprises, avec la complicité des hommes politiques, s'étapent des salaires impossibles. Aujourd'hui, même les administrateurs sont devenus des acteurs assis dans les entreprises. Mais on les paye avec quoi? Parfois avec des subventions que l'État doit donner à la régie des eaux pour acheter du chlore, à la SNER, etc., etc. Donc, au lieu d'être des dépenses nationales, c'est-à-dire d'apporter à l'État plus de moyens, aujourd'hui, les entreprises au Congo sont devenues un fardeau pour le budget de l'État. C'est-à-dire, viennent accroître la dépense publique. Ils viennent accroître la dépense publique. En fait, normalement, les administrateurs, aujourd'hui, dans un pays où toutes ces entreprises sont en faillite, ces administrateurs devaient toucher peut-être un salaire symbolique de $500, $2 000. Symbolique en ressources et en recettes, c'est que l'État va faire, combien il peut prélever, comment il va dépenser. Mais vous savez, même à ce niveau-là, au moment de la prévision, il y a des aberrations que vous ne pouvez pas imaginer. Je prends par exemple, vous connaissez l'initiative pour la transparence des industries étatiques, l'ITIE. Vous savez que l'ITIE n'a pas à $0, 0 francs congolais dans les budgets. L'ITIE. J'ai rencontré par hasard son coordonnateur, il me dit, prof, dénoncer parce que nous avons 0 francs. J'ai dit, mais en fait, c'est pas possible. Et donc, l'ITIE fonctionne avec les subventions de la communauté internationale. Mais vous savez, tout ce qui est les relations il y a entre la communauté internationale et nous, les ressources naturelles, ce sont cette communauté internationale. Mais c'est elle qui doit financer notre ITIE, protection du citoyen, avec une quasi-impossibilité d'obtenir la justice. La transformation de la police en institution judiciaire. Les magistrats avec le pouvoir judiciaire constitutionnel, rien que sur papier. Moral. Inversion de valeur. Voyez tous ces messieurs avec les costumes qui circulent préso. Donc, ils sont devenus les modèles de réussite. Les corrompus sont des modèles de réussite. Et je me rappelle, j'étais il y a quelques temps dans un atelier au Congo où il y avait des députés, nous étions en train de, de rendre, de vulgariser la Convention de la Nations Unies pour la lutte contre la corruption. J'ai dit aux députés du Congo central qui étaient là, j'ai dit, mais dans les écoles du Congo central, pourquoi vous n'enseignez pas les modèles qui représentent les présidents de l'État? C'est des modèles. Que ça vous pouvez des modèles de direction et de gouvernance pour notre pays. Mais lorsqu'on doit introduire la sensibilisation contre la corruption auprès des enfants, parlez de Joseph Kasavubu. Parlez de lui, parce que c'est le seul. Nous a été bien, c'est quelqu'un qui n'a pas détourné, mais vous avez géré le trésor public chez lui. C'était le palais du le trésor public. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était que 300 millions, c'était pas grand-chose. Mais imaginez-vous qu'ils sont obligés de gérer 8 milliards, n'est-ce pas, chez lui. Donc c'était une mauvaise pratique. Oui, personne ne peut jeter la pièce sur Zé. Zé n'avait pas besoin, il n'aimait pas l'argent. C'est pas quelqu'un qui pouvait se dire à ça, il n'y a pas eu besoin de Zé. Mais donc, ce sont des mauvaises pratiques qui ont continué sur Joseph Kabila, mais qui se sont empirées maintenant. Souvent les gens disent toujours, mais ouais, mais vous dites ça, mais est-ce que. Oui, ça s'est empiré. Ça s'est empiré depuis 2019. Empiré vraiment. Oui. Donc, c'est pour dire, nous avons vraiment. Les coûts économiques, nous venons d'en parler. Perte colossale des recettes de l'État et abus dans l'affectation des ressources. Les coûts sociaux, la dégradation des infrastructures sociales, n'en parlons pas. N'est-ce pas? Si tu circulez en voiture, vous verrez,
et enfin les coûts sécuritaires que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà donc, mes amis, pour la partie ici. Ouais. Alors, je vais très rapidement, parce que je ne vais pas abuser de mon temps, mais on m'a dit que c'était un atelier de formation, et je considère que je peux prendre encore un peu de temps. D'accord? Ok. Alors, maintenant, durant la phase de préparation de la loi de finances, jusqu'à la promulgation, certains problèmes que nous avons, c'est quoi? C'est lorsque, pour certains services, ils font leurs prévisions des recettes, par exemple. Souvent, ils camouflent leur capacité, ils sous-estiment exprès leur capacité de mobilisation. Mais ils le font en complicité avec les gens du budget, n'est-ce pas? La DGI va vous dire, moi je vais produire 2 milliards, mais il peut produire 4. N'est-ce pas? Mais quand il produit 4, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'assignation, eh bien ils ont des prix. N'est-ce pas? Ils ont des prix. Donc à partir de ce niveau-là, déjà, il y a le moment de prévision seulement là. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Ensuite, vous avez au niveau de l'exécution. Au niveau de l'exécution, vous avez plusieurs exemples. Vous verrez que dans les programmes de 100 jours, la prépondérance était au marché des gré à gré. La plupart des marchés étaient passés de gré à gré. Or, la loi sur la passation du marché est claire. Dans la loi sur la passation du marché, pour faire les gré à gré, il faut avoir un brevet que vous avez seul, dont vous détenez seul la propriété dans le pays, pour avoir les marchés des gré à gré, par exemple. N'est-ce pas? Donc, allez, une entreprise qui doit pour acheter des maisons pour les militaires, mais on n'avait pas même besoin de faire ça. On pouvait ici construire des maisons en utilisant des technologies appropriées. Des blocs de terre stabilisés, des tuiles, etc. On aurait eu des camps militaires entiers des militaires, moins chers, mais confortables en plus. Vous avez la tuile, elle est fraîche. Les briques cuites sont fraîches. Je crois qu'elle est tendre. Il faut importer. Il a été démontré que la corruption, le commerce illégal, l'exploitation illicite des minéraux, le trafic des drogues, le trafic d'armes, le trafic d'organes humains, la fraude fiscale, la traite des êtres humains, les braconnages, le détournement des deniers publics, la fraude douanière et contrebandière. Toutes ces activités criminelles génèrent d'énormes revenus illégaux que les criminels financiers souhaitent soustraire de la détection. Ces criminels financiers font appel à une opération tout aussi criminelle qui est le blanchiment d'argent. Et là, vous allez voir que dans tout Kinshasa, dans tout notre pays, les preuves de blanchiment sont là. C'est pourquoi ces activités ici sont des facteurs de pollution de l'économie. L'importance du flux engendre forcément des effets néfastes sur le marché local et peut également affecter l'économie mondiale. C'est pourquoi la coopération internationale a mis en place, comment dirais-je, des choix, a eu plein de choix dans la lutte contre ces fléaux. Ainsi, l'adhésion de la RDC à un organisme qui est semblable un peu aussi à celui comme les GAFI, les groupes d'action financière, qui s'appellent les GAFI, et peut être considéré comme de très bonnes choses. Mais non, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'aujourd'hui notre pays s'est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée du GAFI, qu'on appelle liste grise. L'inscription de la RDC sur la liste grise du GAFI entraîne automatiquement son inscription sur la liste de l'Union européenne, avec des conséquences ci-après. Je vous le cite: baisse des investissements étrangers et de l'aide internationale, difficulté de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux, ralentissement du développement et de la croissance économique, difficulté de rapatrier les fonds en provenance de l'étranger, mais aussi celle de transférer les fonds à l'étranger. Donc il est vraiment vital pour tous les acteurs, tant publics que privés, d'accroître des efforts pour sortir notre pays de cette liste grise.
Il y a une série de recommandations que je ne vais pas me mettre à lire, que vous allez, ce sont des recommandations que l'ODEF fait régulièrement à l'État congolais. Ces recommandations sont adressées à la fois au président de la République, au chef de l'État, au Premier ministre, au Parlement, à la Cour des comptes. Souvent nous les reprenons au gouvernement lui-même. Donc, on adresse à la Cour des comptes, on adresse au ministère des Finances et du Budget, aux régies financières. Donc, le document que vous allez recevoir est un document assez costaud qui va aider pour renforcer nos capacités dans ces domaines-là. Voilà, même dans la société civile, il y a des recommandations qui sont faites pour qu'elles ne puissent pas, au moment du vote, voter n'importe quoi ou n'importe qui. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si on me dit que le fils d'un enseignant ou le fils d'un fonctionnaire ou le fonctionnaire lui-même a mis le bulletin de vote pour voter, je ne sais pas qui, ça va me faire pleurer. Ça veut dire que nous sommes inconscients et que nous ne comprenons pas d'où vient notre malheur. Notre malheur aujourd'hui, c'est la classe politique, toute tendance confondue. Mathématiques tournant autour dans son économie, 1. L'état de la nation en pratique de gouvernance. 2. La dynamique du cycle électoral. 3. Le contenu exclusif de responsabilité individuelle à l'acte et geste électoral de chacun parmi nous. La nature éligible sous grille d'intégrité politique de la CEDRO pour une évolution et développement du pays. Et puis un appel des syndicats et des sections de société civile aux mises en conformité institutionnelle de société civile de la Convention des Nations Unies contre la corruption et ainsi que du Pacte national contre la corruption ratifié par l'RDC. Mesdames, Messieurs les experts, pour introduction, j'ai le plaisir de formuler encore une fois toutes les expressions de remerciement pour cet entourage de personnalités que vous êtes, que me prêtez pour échange sectoriel qui vise la gouvernance ouverte et la prévention du crime en RDC, et cela en confrontation des élections et corruption comme mécanisme électoral et comme outil de transparence, de légitimité, de la confiance publique et comme basique de toute société en termes de consensus constitutionnel. Les expectations proférées par certains leaders de notre nation pour rétablissement de l'État et ce, de résultats de durabilité, de constance de développement ne peuvent et ne doivent être bâtis sur du sable, mais bien en dur, sur une lutte contre la corruption pour agencement institutionnel solide et hermétique. Et pour ce, exclusivement doit être perçue une attaque précise et constante des faits de corruption dans la nation avec démarche d'état de droit. Alors que fin mandat 2023, cette ligne politique anticorruption est reléguée en 6e ligne. Nous offrons donc le vrai visage de nos officiels, attestant déjà une lassitude de cette philosophie contre le financement du terrorisme en RDC, et où au moment où nous parlons, un nombre de 16 millions de personnes tombent chaque jour encore, confère déclaration du chef de l'État, la guerre à l'Est est une mafia criminelle économique. Donc il s'agit de faits de corruption. L'état de la nation en pratique de gouvernance nous expose donc une qualité de défection, d'insuffisance dans certaines institutions, notamment notre domaine, comme notre domaine qui est le domaine de la corruption, comme étant fragile et guère apte
à validation de ce type d'objectifs de combat les plus laborieux et à hausser le niveau de seuil et plafond d'intégrité, de probité, de moralité publique au plan national en conséquence des attentes nationales. Tous, par exemple, prenant acte des agissements criminels au sein de l'APLC, 36 millions en tentative, de la Gécamine, 35 millions à justification, Simco, 10 millions d'USD sous gestion d'immoralité organisée libre, des 324 millions pour la francophonie, face à plus de 24 millions de Congolais affamés par indicateur de la FAO, octobre 2023, des déclarations de flux illicites financiers de 1,4 milliard sous ce présent régime d'État 2019-2023 à propos du sénateur président Bahati de ce 10 novembre. Nombre d'électeurs sous le fichier géographique des bureaux de vote, notamment CENI et ABC, ainsi que du député livrant des cartes électeurs librement et rendues publiques en termes viral des réseaux sociaux. Nous invitons le Parlement et le Sénat à la production pour adoption du projet de loi pour les sanctions électorales en toute sélectivité. Oui, un appel est donc lancé aux sections de la société civile à la mise en œuvre par la vulgarisation des messages sectoriaux contre la corruption plurithématique pour ligne comportementale de chacun des Congolais, que près du porte-parole et secrétaire de l'organisation, M. Jean Bosco. Toutes les populations congolaises depuis 1960 ont eu le loisir de voir toutes les gouvernances des espaces Congo, Ngala, Swahili et Luba gouverner et faire ce qu'ils ont tous fait. Et tout, alors tout a été fait. Désormais, exigeons donc près de chacun des citoyens un vote électoral équilibré, exclu de majorité exclusive pour un initial apaisé au développement de ce pays. En conclusion, mesdames, messieurs, nous invitons en ultime recours le ministère de la Justice et garde des Sceaux à la disqualification de tous les partis politiques non en règle et en irrégularité du fisc congolais lors des certifications des élus. Pour toute gloire, nous disons, au Tout-Puissant, nous invectivons la CIME, près de la CENI, à nous témoigner de l'intégrité de tous les actes de corruption électorale si perçus. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Je vous remercie. Bonjour mes chers amis. Bonjour. Je vous aime bien et je m'excuse d'abord pour le retard parce que je devrais être le deuxième intervenant. J'ai perdu une belle sœur et je devrais m'incliner avec la famille au niveau de l'hôpital de Cameroun. J'ai dû abandonner pour venir remplir les devoirs patriotiques. Ne tenez pas les thèmes. Les thèmes que je considère comme un sous-thème, parce que quand on parle du syndicat, il y a la définition, il y a l'historique, la définition, il y a l'organisation et même le fonctionnement des syndicats. Le syndicat, c'est un corps, c'est un organisme qui fonctionne et qui a des organes. Nous sommes au niveau du Sinamel, je crois qu'ils savent comment fonctionne l'organisme humain. Il en est de même pour les syndicats. Les syndicats, c'est une institution organique selon les structures. Et qu'on trouve aussi des syndicats, des organes délibérants et des organes exécutants. Et les champs d'application du syndicat, c'est dans les entreprises. Nous allons voir comment fonctionnent les syndicats dans une entreprise ou établissement de toute nature.
Je crois que ce sont des notions connues de tout le monde. Et nous allons partir l'approche méthodologique peut-être du connu vers l'inconnu. C'est ce que nous vivons, le fonctionnement, ce que nous vivons dans nos syndicats, comment fonctionnent nos syndicats, comment les décisions sont prises, et les réunions syndicales, comment elles se tiennent. Parce que ce qu'il faut retenir est que l'efficacité, la vitalité de la gestion de l'action syndicale fait part de l'organisation et du fonctionnement des organes ou des structures du syndicat. Nous allons voir comment les syndicats fonctionnent dans une entreprise. Il y a d'abord la section syndicale d'entreprise. Partant de la section syndicale d'entreprise, il y a les organes tels que l'Assemblée générale. Il y a les comités syndicaux d'entreprise. Il y a la délégation syndicale. Et ici, je voudrais parler plus du secteur formel. Parce que dans le secteur, il y a deux secteurs. Il y a le secteur formel et le secteur informel. Dans le secteur formel, c'est là où il y a des lois, des textes et lois qui réglementent. En tant que, je peux l'affirmer, je suis le doyen de la science. Parce que je suis dans plus de 80 ans de science. Je pense qu'il n'y en a pas deux ici à dehors. Ce que je veux vous transmettre, ce sont les expériences vécues sur le terrain. Le doyen de Mandula Matenda Kongolo, qui est sur la scène politique depuis 1958, à l'époque du RNC. Je vois marquer formation syndicale et citoyenne. Je me dois de remercier le comité organisateur de cette formation, de les féliciter et de les encourager pour que cette formation soit permanente, divisée en sessions. La première, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Ce que j'ai à vous transmettre est qu'à notre époque, en 1958, on créait le MNC, le Mouvement National Congolais, le mouvement, ou simplement Mouvement National Congolais. Et nous fîmes aux études secondaires, parce que nous avons terminé les écoles primaires entre 54 et 55, 56, avec lesquels dominants politiciens que vous connaissez. Et elles venaient de terminer à Ramponde, Saint-Jean de Dimanche. C'est quelqu'un que vous pouvez connaître. Je ne peux pas citer son nom pour ne pas vous décourager. Il a terminé avec mon frère qui était Bernard. Je réponds au nom de Ibamoula Joseph. Je suis syndicaliste du secteur santé et précisément syndicaliste de la profession infirmière. Je suis, comme le doyen vient de le dire, je crois qu'après 8 mois, dans le monde syndical, j'ai commencé à l'INTESA, comme a évoqué camarade Tunda. J'ai commencé là-bas et j'ai connu 3 secrétaires généraux. J'ai connu Kombo Tongaboke, j'ai connu Kikongi Dimouissa et j'ai connu Katalai, on les dit encore. Si je les cite nommément, c'est parce que j'ai vécu à côté d'eux. Je n'étais pas loin, mais j'étais à côté d'eux. Pour ne pas dire que j'étais aussi considéré comme un garçon pitinda. Alors,
m'avait choqué parce que tout ce que vous venez de nous raconter cet avant-midi jusqu'à cette heure-ci m'ont révolté. Je commence par les organisations syndicales. En écoutant Jean Bosco, en écoutant l'inspecteur et tout dernier, le camarade Bunda, je me dis, pour ne pas reprendre les inquiétudes de notre aîné, je me dis que en République démocratique du Congo, il n'y a pas de syndicats. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Nous avons fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si vous lisez, vous suivez la dernière déclaration du chef de l'État, vous allez vous rendre compte que la politique salariale qui a été notre leitmotiv a été récupérée par le chef de l'État au niveau de la déclaration. Je parie que c'est déjà une bonne chose que les chefs de l'État disent que le gouvernement s'active pour mettre en place une politique salariale. Autrefois, ça n'avait jamais été dit. Moi, personnellement, je m'étais dit, ça va. Par rapport à ce que nous avions comme vision du départ. Mais maintenant, vous avez raison, et les Belges aussi ont raison de vous dire que nous faisons encore du syndicalisme primitif. Dans la mesure où, lorsque nous nous regroupons, nous nous mettons ensemble pour faire avancer la machine, et nous sentons des pesanteurs. Et ce pesanteur, je suivi les doyens Ignace qui venaient de parler des privés. Il dit que l'employeur crée des syndicats. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, l'employeur joue ce rôle-là. Il crée des syndicats, il donne l'argent, ce qu'on appelle la paix sociale. J'avais dit au départ que les intersyndicales, toutes les intersyndicales publiques sont contrôlées par le gouvernement. Mais nous qui avons compris et qui mettons en place une synergie, au niveau des enseignants, nous avons une synergie des syndicats des enseignants. Et vous nous avez vu quel est le rôle que nous avons joué pour dénoncer la débâcle à l'examen d'État. Nous sommes montés, tout le monde a vu effectivement que le ministre avait recruté des agences privées pour organiser l'examen d'État en lieu de place des inspecteurs. Donc je crois que la synergie est en train de faire son travail. Les ONG, ils sont dans les plaidoyers. Nous, syndicats, nous sommes dans la pression. Mais si aujourd'hui, et je l'avais dit au départ, nous n'avons pas encore réussi, c'est parce que parmi nous, il y a une leadership inutile, querelle de leadership, mais il y a également des gens qui sont derrière les intérêts et ça ne profite pas aux travailleurs. Il y a une question qui venait d'être posée ici par Madame Félicité, qui vient de parler on doit descendre sur le terrain, rencontrer la population, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Mais la société civile, évidemment, il a raison quand il dit que non, on a tout vidé. Tous sont partis. Ils sont nommés PCA, il y en a qui se sont recroquevillés dans le clan. N'oubliez pas que la société civile a été dirigée pour la majeure partie par ceux-là, je suis désolé de décider, de l'espace Kassai. C'est à 98%. Et il faut féliciter. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, tous les braves étaient là. Vous citez Kapiamba, vous citez Katende, vous citez Moïse Christopher, vous citez... Donc, la société civile était incarnée par ces gens-là. Aujourd'hui, certains prennent un peu de recul, ils observent, d'autres sont allés à accompagner le gouvernement, parce que c'était ça la politique du gouvernement. Quand le gouvernement prend toutes les églises, à part la catholique, je crois, et les protestants, mais toutes les autres églises sont avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un projet de liquidation de la société civile. Et nous devons être les premiers à voir cela.
Si nous ne les voyons pas, demain on sera phagocyté et puis personne ne parlera du peuple. Donc c'est pour dire à la camarade, c'est vrai, mais nous devrons nous réveiller et continuer à sensibiliser. Nous appelons tous nos camarades, réveillez-vous. Je crois que dernièrement on a suivi Jean-Claude Katéné, il était à Lubumbashi, il a fait une déclaration vraiment de haute facture, comme on l'avait toujours connu par les passés. Là, c'est un moyen qui commence à faire voir, non, les amis commencent à se réveiller et nous devons continuer à faire pression. Si nous n'avons plus cette synergie, eh bien il n'y aura rien. C'est une façon pour nous d'interpeller toutes les organisations membres de la synergie. Aujourd'hui, nous devons, les mots devraient être dits par le secrétaire général de Sinamé. Je ne les critique pas, mais il n'est pas là. Nous avons la salle, mais il n'est pas là. Les infirmiers, vous savez, dans la pression qu'on devrait faire pour que... Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est quoi? Demain, après-demain, on va être capable, comme ailleurs, si nous disons que la grève est générale, elle est générale. C'est-à-dire le secteur de l'enseignement paralysé, la santé paralysée, l'éducation paralysée. En ce moment-là, le gouvernement nous prendra au sérieux. Et il peut donner des réponses. Parce que quand nous paralysons, l'objectif, ce n'est pas fragiliser le gouvernement, que non. L'objectif, c'est qu'on améliore la qualité de vie de nos concitoyens. Donc je crois que nous sommes à la bonne adresse. Nous avons l'expertise de plusieurs personnalités qui sont dans ce regroupement. Nous avons la pression de plusieurs syndicats en tant que groupe de pression. Je crois que, chers amis, nous devons croire à cette synergie que nous avons accepté de mettre en place depuis l'année passée. Beaucoup de structures ne croient pas parce que peut-être le gouvernement ne nous a pas encore appelés. Non, on n'est pas dans une structure de société civile pour que le gouvernement nous appelle à tout moment. Nous devons faire notre travail. Quand le professeur parle de blanchiment des capitaux, mais vous pensez qu'on va nous aider? On va aimer les professeurs? Je ne sais pas. Mais les blanchiments des capitaux des auteurs sont là. Et quand vous dénoncez cela, ça pose problème. Voilà le peu que j'avais à dire. J'ai juste pris la partie de Kibabou tout en lui disant. Évidemment, quelqu'un avait dit la salle n'était pas archicombe, mais ça c'était le modérateur. Non, nous sommes dans une séance de formation. On n'a pas besoin de la foule. Ça, c'est une première formation. Demain viendra une autre formation. Le 9 décembre, nous allons encore nous retrouver. Je crois que le professeur va éclairer cela. Les amis d'ici, qui avaient besoin de brefets et d'autres camarades, il nous faut au moins 3 modules sur les syndicalistes. Il y a beaucoup de choses à dire et à ce moment-là, on pourra donner le parchemin et continuer notre route. Camarades A, camarades A, camarades A, Alliance A. Nous allons revenir s'il y a encore des préoccupations et je donne la parole au professeur Florimo. Je voudrais, avant d'aborder la question de silence publique, d'abord revenir sur la question du syndicalisme. Vous l'avez dit primitif, c'est ça. Mais vous savez, le niveau de développement de force collective chez nous sommes dans le capitalisme sauvage. Quelqu'un avait connu autrefois en Europe. Ils ont dépassé ces capitalismes sauvages, notamment par l'interventionnisme de l'État, etc. Et puis il y a eu, c'est vrai, les forces sociales, les partis politiques, les forces syndicales. En France, vous avez la CGT, vous avez la CFDT, qui sont des syndicats qui ont conquis les forces ouvrières, qui ont conquis beaucoup d'avantages, mais parce qu'aussi la misère que nous l'avons, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Aujourd'hui, quand nous disons les enseignants, même quand on dit qu'ils ont 400 000 francs congolais, c'est combien de dollars? 150, 160 dollars. Quand vous donnez 160 dollars à une famille, après, qu'est-ce qu'elle se bat pour survivre? Elle est toujours au niveau primaire. D'où nos syndicats, pour l'instant, ils sont dans les combats pour la survie des familles, des travailleurs, des familles d'enseignants, des fonctionnaires, qui sont payés vraiment voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on est d'accord dans ce syndicalisme, je dirais, des suivis. Appelons ça comme ça, au lieu de parler de primitif, c'est vraiment... C'est un syndicalisme de suivi, mais les combats globaux,
le combat global qui va changer la société, qui va nous donner une autre classe politique. Ce combat, vous savez, quand nous avons commencé à travailler nos DEP et les syndicats ensemble, nous, dans la réduction du frais de l'État, on proposait comme salaire minimal pour les derniers $500. C'est ça qu'on a proposé. Je vais vous rappeler. Oui. Donc, quand on parle de 500, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons vu que le directeur de l'école pouvait avoir 1500 ou 2500. Ça pourrait attirer à l'enseignement des gens de grande qualité aussi. Tu n'as pas besoin d'aller faire autre chose. Tu peux être directeur d'école primaire, tu as 1500 ou 2500 $, mais en même temps, il faut réduire les trains de vie des autres. Dans ces documents, on proposait 5 000 $ comme salaire du président de la République. Pourquoi pas? Au Burkina, le président de la République a 2 000 $. Au Burkina Faso. Ouais. Donc tout cela avec des réformes, c'est tout à fait possible que quand vous avez à manger, vous avez tout le reste, les combats aussi peuvent se faire correctement. Quand vous allez faire la grève pendant, par exemple, une semaine, 2 semaines, etc., mais vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc c'est pour dire que moi j'ai confiance vraiment au fait qu'il y a des personnalités comme d'autres, je ne connais pas tout le monde, mais quelqu'un comme Jean Bosco, toi-même, toi tu es mon camarade, nous avons créé le GATT ensemble. Tu as été le trésorier du GATT, qui est aujourd'hui à la base de l'ONEM. C'est le GATT qui est au centre. Et donc, nous avons continué le combat. Et jusqu'aujourd'hui, on est continue. Ce qui m'amène d'ailleurs à répondre à madame là-bas quand elle dit que la société civile est devenue politique, mais je ne sais pas ce qu'elle devait dire par là. Parce que si vous savez dans quel parti je suis, dites-le moi. Dites-le moi. Parce que, vous savez, quand nous faisons des analyses, vous savez, une des choses, c'est quoi, mon ami Joseph? Quand nous faisons des analyses, comme nous le faisons au niveau de l'ONEP, quand il dit qu'il y a de bonnes choses, il faut les dire. Mais nous avons plaidé pour les réformes, la réforme de la Cour des comptes. Nous l'avons réussi. Et nous l'avons compris. Nous avons compris. Dernièrement, on vient de faire l'analyse du budget 2024. Le budget de l'agriculture est à 12%, contrairement aux 2 habituels. Nous l'avons dit. La santé est à 14,8%. Nous l'avons dit. Sauf que l'éducation, elle est passée de 21,7 à 18. Pourquoi? Et ça, nous avons dit que ce n'est pas bien. Donc, je pense qu'il y a une certaine opinion qui veut seulement qu'on dise que tout ce que le président de la République fait, c'est bon. Mais non, c'est faux, madame. C'est faux. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Lorsque les ministres des Finances, devant l'Assemblée nationale, parlent des dépassements budgétaires, ils citent, y compris le président de la République, 190%. Lui-même, le ministre des Finances, 180%. Il a cité plus de 33 organisations dont la Cour des comptes. Madame, on doit applaudir. Alors, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que, en tout cas, personnellement, c'est pas vous le connaissez très bien. C'est un ami de longue date. Jean Bosco, on se connaît depuis 25 ans, je crois. C'est que, n'attendez pas de moi. N'attendez pas de moi. Et quand il y a quelque chose de mal, je ne le dis pas. Ça, je crois que même le président de la République lui-même essaie. Quand il y a de mal, regardez la question de la psychomie. Nous avons payé 17 milliards de $. On a fait semblant, après l'histoire de la dénonciation de l'IGF, et aujourd'hui, 9 mois après, il n'y a rien. Mais nous venons de faire le communiqué pour dire non, allez, la psychomie. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a. Il y a opacité dans les négociations. Bien sûr, ça les dérange. Mais est-ce que pour ça, on va dire que non, le prof Mouteba, il est contre le président, et ceci, et ceci. Non, non. Ne faisons pas des raccourcis pareils. Moi, je ne suis pas dans la politique. Hein? Même quand j'attaque la gouvernance, c'est celui qui est au pouvoir. Mais c'est celui qui gère. Maintenant, si demain, quelqu'un d'autre gère, croyez-moi, l'OTEP et les autres sont ici, on va toujours mettre du doigt sur ce qui ne va pas. C'est le contrôle citoyen. On est obligé de le faire. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, s'il y avait une histoire de... Il faut plutôt applaudir
qui est local. Parce que moi, je suis Kassaï. Tu es Kassaï? Je suis Kassaï. Alors, je suis contre ce qui se fait contre le pays. Vous voyez, même si c'est mon propre frère qui dirige le pays, je lui dis, cher mon petit frère, ça c'est pas bon. Il dit, voilà, je lui dis. Donc au contraire, vous devez m'applaudir, parce que c'est une attitude nationaliste. C'est du nationalisme. Maîtriser les éléments de cette thématique, il faut maîtriser. C'est la raison pour laquelle nous considérons que pour parler de la corruption, vraiment la corruption de cause, il faut que tous les aspects liés à la corruption soient connus. Mais aussi, ici c'était aussi, on a aussi parlé de syndicats, qu'est-ce que c'est le syndicat, etc. Parce que ceux qui sont là, la production syndicaliste, c'était aussi pour les renforcer par rapport à leur propre travail. Et donc on a abordé ces deux thèmes. Quand vous parlez corruption, vous parlez finance publique, vous parlez détournement, vous parlez marchand de capitaux. Quand la corruption est finie dans les immeubles, même dans les potions, pour être déjà s'il y a blanchiment. C'est déjà voler qui aujourd'hui vont encore de trop. C'est donner les moyens de continuer à voler, c'est du blanchiment. Donc voilà pourquoi il fallait expliquer tout ça. Il fallait expliquer, donc renforcer la capacité. Et nous allons continuer dans cette logique encore dans les jours qui viennent pour continuer à préparer la jeunesse. C'est que demain, quand on sera plus là, il faut continuer ce combat. Il faut les préparer. Il faut les préparer, qu'ils comprennent encore mieux, qu'ils prennent de nous davantage que la lutte continue. Les organisations syndicales et sociales, nous avons organisé cet atelier de formation justement pour requinquer les délégués syndicaux, mais aussi pour éveiller nos concitoyens. Donc on est parti des thèmes comment fonctionnent les syndicats. Nous sommes allés à ce qu'on appelle la dépense publique et on a terminé par un atelier, une communication sur la corruption. Vous devrez comprendre qu'au moment où la synergie des organisations syndicales et sociales sont en train de plaider pour la mise en place, l'élaboration d'une politique salariale en République démocratique du Congo, parce que ça n'existe pas, eh bien, nous remarquons effectivement que dans les politiques qui ont été mises en place, il y a beaucoup de coulage de recettes, il y a des actes de corruption qui font que les caisses de l'État puissent demeurer vides. Voilà pourquoi les agents de l'État qui étaient ici sont édifiés. Ce sont des armes que nous avons eues pour permettre à tous les agents publics de l'État de comprendre comment ils doivent revendiquer leurs droits, comment nous devrons lutter contre la corruption afin que l'État puisse avoir plus de moyens. Il y a également un module qui est revenu sur le vote. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous votez des acteurs voleurs ou encore corrompus, c'est tout l'avenir que vous hypothéquez. Donc je crois là également, il vient d'être dit, tous ces mandataires, tous ces ministres et autres qui font la campagne sans avoir démissionné, je crois qu'ils n'auront pas la voix des agents publics de l'État. Nous sommes en train de veiller, nous sommes en train de regarder, mais le rendez-vous est pris pour le 9 décembre, où nous allons nous mobiliser lors de la journée internationale de lutte contre la corruption, afin de pouvoir demander à tout le peuple d'être contre la corruption, mais nous allons exiger aussi la réduction du train de vie des institutions. Voilà le menu de l'activité qu'on a eu et nous sommes très contents de toutes les organisations syndicales qui ont pris en charge cette activité.